On va parler sur cette conférence, eh bien, majoritairement du format OpenUSD. Alors, c'est quoi cette bête-là? Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui en ont soit entendu parler, soit qui le maîtrisent carrément bien. Donc, soit sur le côté interopérabilité, on sait aussi qu'il y a des éléments de rendu derrière tout ça. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet d'accélérer? Quels sont les bénéfices pour les industriels et pour ceux qui le développent? Donc, c'est ça qu'on va voir avec un super panel derrière nous. Ils vont se présenter. Moi, donc, je voulais vous dire que cette conférence, elle est entièrement captée. Donc, si vous voulez y revenir, eh ben, vous pourrez y revenir autant que vous voulez. Et elle est broadcastée en temps réel, donc sur YouTube, ce qui est une première pour les XRDs. On ouvre une fenêtre sur cours, évidemment, sur la quinzaine de conférences qu'on a pendant ces 2 jours. Voilà. Mais évidemment, les XRDs, c'est mieux sur place, comme vous le savez. Toute dernière chose, donc il est 11h30 et quelques, à midi et quart, on finit à peu près. L'idée, c'est qu'on clôturera par un deuxième temps, un temps important, où le cercle des industriels de la ruche présenteront des spécifications communes pour un futur casque de réalité augmentée qui viendra remplacer évidemment les HoloLens V2 de Microsoft dont la production s'arrête, et qui pose évidemment ou qui crée un trou. Et donc là, l'idée, c'est que les industriels allient leur voix VOIX pour peser sur le marché asiatique, américain et aussi européen avec Lynx, des spécifications et pour projeter nos besoins pour venir remplir les cas d'usage qu'on a dans l'industrie. Donc restez à midi et quart, puisqu'on va vous faire des annonces, et on va monter sur scène pour vous les présenter. Donc il y a certains d'entre vous qui resteront. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à ceux qui ont le savoir sur le PNUSD et qui nous ont parlé. Merci Bertrand. Donc on va animer là une table ronde. Vous allez voir, on est composé de différents industriels, de solutions logicielles et d'organismes de recherche. L'idée, c'est par rapport à 2024, on vous a présenté sous le couvert de numérique responsable OpenUSD. C'est 1 an après. Chacun d'entre nous, certains d'entre nous étaient dans l'auditoire et on sautait sur l'opportunité ou concrétisait l'opportunité sur leur domaine d'application. On va faire un peu notre retour d'expérience et le statut chacun d'entre nous. Donc moi je suis Benoît Deschamps, je travaille pour Renault Group, je suis expert Virtual Mockup et Extended Reality, c'est tous les sujets XR et la maquette qui permet de produire les différents visuels. C'est une position complètement transverse avec dans l'équipe des personnes qui sont au design, à l'ingénierie produit, process et manufacturing. Donc Vincent Westropher, moi je suis ingénieur-chercheur au CEA List, dans un laboratoire de simulation interactive, notamment avec de la réalité virtuelle. Il y a une démo juste à côté si vous voulez la tester. Et du coup, je m'occupe aussi de toute l'architecture OpenUSD dans le laboratoire. Bonjour à tous, Gabriel Vincent, moi je suis chez Nvidia et je suis en charge de la plateforme Omniverse qui tire parti et permet d'exploiter les pipelines en OpenUSD en tant que seul spécialiste. Pierre Martin, je suis à la R&D innovation de Bouygues Construction sur les sujets notamment de réalité virtuelle, réalité augmentée, et j'officie aussi là en tant que porte-voix de mon collègue qui est chef de projet jumeaux numériques et qui notamment s'est penché sur USD. David Defianas, je travaille pour Stellantis et j'ai la charge de la définition et du déploiement de la stratégie autour de la XR pour le groupe Stellantis. Bonjour, Cédric Bematol, ingénieur logiciel senior chez LS Group, une agence de création de solutions XR pour le marketing et l'industrie. Bonjour à tous, Hervé Fontaine d'InnoActive. Nous sommes une plateforme de streaming pour les applications industrielles, donc du type jumeaux numériques qui sont faits avec l'OpenUSD. Donc on va commencer par les basiques. L'OpenUSD, c'est quoi ? Et peut-être le meilleur moyen d'introduire le sujet, c'est de partir des besoins. Alors David, est-ce que tu peux nous exprimer un petit peu les peines et difficultés auxquelles pourrait répondre l'OpenUSD ? Donc les peines et difficultés, il n'y a pas un slide Voilà. Donc les peines et difficultés, globalement, on utilise des gros modèles, donc ça nécessite des infrastructures informatiques, logicielles, etc. assez imposantes. Tout ça fait qu'on a des outils qui sont relativement incompatibles entre eux. Donc on a des modes de conception un peu silotés, chacun dans son coin.
ça permet pas de réunir les équipes, alors que, notamment dans le monde de l'automobile, travailler en commun pour réduire des problématiques liées à des prestations qui sont antagonistes entre elles, c'est absolument nécessaire. Et du coup, tout ça, ça provoque des problèmes de productivité, ça provoque des problèmes de time to market, des problèmes entre métiers, et c'est ça qu'on veut résoudre. La discontinuité numérique est clairement le facteur générateur de tout ça. Donc souvent, pour répondre à ça, au cours des différentes années, on a pris un exemple orienté XR, bien entendu, il y a des formats qui se sont imposés comme des standards. Ce n'étaient pas des formats ouverts, mais petit à petit, par l'usage et surtout par le fonctionnel, sont devenus des standards d'usage. Donc notamment dans les années 80, on avait le format STL, notamment pour la représentation des points et des triangles. C'est le début des GPU et l'intégration des représentations sous forme de maillage. Bien sûr, une fois qu'est arrivée la partie rendue, donc le shading en mauvais français, il fallait intégrer d'autres propriétés sur le maillage, les normales, l'UV mapping. Là, on a un format comme l'OBJ qui a pris une bonne place. Et puis, fonctionnellement, il y a des gens qui enrichissaient les maquettes pour pouvoir faire des kinématiques, des animations, notamment tirées par Motion Builder à l'époque, avec un format initialement propriétaire, et qui était, suite à différents rachats, pas mal déployé, notamment par Autodesk ou d'autres. Et je suis sûr que le format est sorti en 96, mais qu'il y a encore certains d'entre nous qui utilisent ce format pour échanger de la donnée. Par contre, on le sait tous, quand on prépare une expérience XR, que ce soit de la simulation optique ou de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, en fait, on enrichit encore cette donnée par de la scénarisation. Donc ça peut être aller plus loin sur la représentation des matériaux, mais ça peut être aussi la diversité des produits. Alors là, on l'illustre sur une voiture, mais ça peut être aussi appliqué, il y a des gens de SEB qui sont ici, ça peut être appliqué à d'autres produits. À partir du moment où on gère la configuration, la scénarisation, c'est comment on arrive à transposer ces informations via un format de données, idéalement agnostique des technos. Et au-delà des formats 3D, donc l'OpenUSD qui est open source depuis 2016, qui a été poussé par les studios Pixar pour répondre à ces problématiques de travail collaboratif, de travail, donc de ne pas travailler en silo et d'enrichir toutes ces informations, aujourd'hui sert de référence à pas mal d'exploitations. Et Pierre, au-delà du format 3D, je suis sûr qu'il y a d'autres extensions qui peuvent intéresser nos industries. Ouais, l'OpenUSD, il faut le voir, et c'est décrit comme le standard des standards. C'est un framework extensible qui vise à... Son objectif, c'est l'interopérabilité. Et il est censé, et il se destine à agréger l'ensemble de sources différentes. Donc il intègre les standards de géométrie dont vient de parler Benoît. Il ingère des standards de matériaux, de cinématique et de tas d'ingénierie. Et notamment pour l'aspect de la construction, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait tout à l'heure le standard Building Smart, IFC et compagnie. Et l'année dernière, il y a eu un accord de collaboration signé entre Building Smart et l'Alliance OpenUSD, donc de collaboration, d'échange, pour voir comment au final le format USD, donc le standard de la construction, va évoluer progressivement vers l'USD. Et c'est cette démarche-là qui fait que aussi nous, côté construction, on n'attend pas forcément que IFC soit complètement intégré ou soit complètement compatible USD, mais qu'on s'intéresse déjà à l'USD, mais qu'on suit ça avec intérêt. Donc finalement, dans l'OpenUSD, il y a 4 gros piliers qui sont très importants. Il est fait pour être extensible, et par extensible, Pierre, comme tu l'as dit, il est fait pour pouvoir tirer parti de plusieurs possibilités. La capacité de pouvoir s'intégrer dans un écosystème qui va en tirer parti. Donc, nous, chez NVIDIA, on a notre solution qui est Omniverse, mais encore une fois, la donnée reste agnostique et peut être utilisée au travers d'un écosystème applicatif qui est gigantesque et qui s'agrandit chaque jour. On a donc énormément d'applications, la possibilité de l'utiliser en mode API, de sanctuariser la donnée. C'est une donnée qui est non destructive, c'est-à-dire qu'elle est nativement collaborative et non destructive, un peu à la manière d'un Git de la 3D. C'est-à-dire qu'initialement, quand Pixar a imaginé le format USD, c'était pour fédérer des centaines d'artistes ensemble qui allaient collaborer sur une scène de film, une scène 3D, de façon à avoir les mêmes pratiques
que le développement logiciel en mode CI/CD, où chaque personne pouvant apporter une modification, allait pas détruire quelque chose qui existait. Chaque chose, il y a un versionning intégré, une gestion des variantes qui permet le travail nativement collaboratif et non destructif. Et ça, c'est important parce que si on veut être capable de faire collaborer énormément de personnes, mais aussi de systèmes, d'IoT, de robots, même d'IA, il faut pouvoir avoir un retour et pouvoir avoir cette notion de fork, en fait, comme dans le développement logiciel, pour avoir un historique et une frise temporelle accessible dans tout ça. Et enfin, c'est extrêmement customisable parce que au sein du format USD, on peut aller y stocker des métadonnées, et on peut aller y stocker énormément de choses qui ne sont pas nécessairement de l'animation, de la donnée 3D. On peut imaginer pouvoir y stocker des métadonnées, de la donnée IoT, de la donnée système, pour qu'elle puisse rester accessible nativement dans l'OpenUSD. Voilà, c'est philosophiquement ces choses-là qui font que ça répond à énormément de verrous technologiques qu'il y avait avant. Hervé, là, du côté monde du logiciel, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'intérêt autour d'OpenUSD et notamment pour Innovactive? C'est sûr que c'est un changement profond parce que pendant une vingtaine d'années, toutes les solutions logicielles pour l'industrie ont été petit à petit enrichies par la verticalisation. Donc chacun dans son domaine amenait des nouvelles fonctionnalités, mais il fallait rester au sein d'une même famille de logiciels. Et là, avec l'OpenUSD, tout d'un coup, on est capable de faire travailler des gens ensemble avec des logiciels de différentes familles. Et nous, on le voit bien, on travaille pas mal donc, avec l'industrie manufacturière automobile. Et on le voit beaucoup surtout dans les fabricants de sous-ensembles, qui, eux, ont plusieurs clients. Donc des clients qui travaillent eux-mêmes avec différentes familles de logiciels, différents éditeurs. Et pour eux, c'était un peu une mission impossible de travailler avec... il fallait en gros qu'ils travaillent avec tous les logiciels de l'industrie. Et donc là, ça crée un gros espoir de pouvoir avoir pour la première fois un langage commun 3D qui ne soit pas aligné sur le moins 10 ans. Donc ça, c'est potentiellement un énorme changement. Et pour donner un exemple concret d'application, on voit exactement ce que Vincent décrivait dans le jeu, qui était de pouvoir faire de pouvoir avoir une centaine d'artistes 3D travaillant sur des scènes, etc. Et donc là, nous, on le voit dans des applications de ce qu'on appelle de layout, donc de la production, quoi. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des données qui viennent du CAD, de point cloud qui sont segmentées, et d'autres sources qui donnent donc une représentation de l'espace de production. Et comme tout est en USD, finalement, une entreprise peut faire une réunion avec des gens de l'usine en République tchèque, de l'usine, etc., et qui vont pouvoir influer, qui vont pouvoir travailler avec une application que dans notre cas on a fait avec Omniverse, mais ils vont pouvoir travailler en asynchrone, donc ou en synchrone, et de manière non destructive. C'est-à-dire on peut toujours, si quelqu'un n'est pas d'accord, après on peut toujours revenir avec des versions présentes à regarder. Donc on voit que ça change beaucoup les modes de collaboration et ça donne beaucoup d'oxygène. Merci Hervé. Cédric, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie layer, qui est un concept d'OpenUSD et les intérêts derrière dans les cas d'application? Oui, comme on l'a dit, l'USD repose sur plusieurs piliers et cette solution de layer est la solution qui permet de structurer, combiner, hiérarchiser la donnée dans une scène
sur ce format, ce qui offre la possibilité d'avoir une scène modulaire et non destructive, comme on le répète depuis le début. C'est vraiment la force, la révolution en fait, un peu sur ce format-là, c'est l'agrégation de plusieurs données. Et cette notion de layer, qui repose d'abord sur la technique de fichiers séparés, donc on peut y mettre les différentes informations d'une scène dans des fichiers autonomes, ce qui permet de les réutiliser. C'est un grand avantage. On peut effectivement monter une scène avec une certaine couche de layer que l'on peut réutiliser dans d'autres scènes. Et effectivement, cette force, c'est la réutilisation de l'information. Je réinsiste sur la non-destruction. Et on peut ajouter aussi, parce qu'on parle beaucoup de scènes et de données 3D, mais aussi de métadonnées, de données métiers. C'est aussi ce qui vient être la force du format, où on va pouvoir avoir des layers liés juste à l'information et à la donnée métier que l'on peut réutiliser sur d'autres scènes et donc du coup d'autres compositions. Du coup, cette composition qui fonctionne principalement par des sous-layers et sur une forme hiérarchique, vous pouvez penser simplement au calque Photoshop. Hein. Le dernier layer a la plus de voix, permet justement d'avoir un peu plus de flexibilité sur la composition de la scène. Donc il y a beaucoup de scénarios sur différents cas d'usage qui peuvent être envisagés. L'autre force justement de cette notion de composition au-delà du layer de l'OpenUSD, c'est la référence. On peut aussi simplement directement référencer directement des données dans un nœud, pareil, venant de fichiers extérieurs, ou cette notion de variante qui doit être connue de tous, je suppose. Donc voilà, il y a d'autres éléments de composition dans l'USD et le layer est une solution justement de pouvoir agréger un ensemble d'informations et de créer sa scène et l'ensemble des données que l'on souhaite manipuler. Alors Vincent, dans la conception d'un logiciel, c'est quoi la force justement de ces layers et l'amalgame qu'on peut faire avec la modularité d'une application comme XDE? Ouais, là c'est un exemple un peu concret de l'utilisation de l'OpenUSD dans le laboratoire au CEA List et surtout l'aspect extensible de l'OpenUSD. L'OpenUSD c'est un standard avec sous forme de plugin, on va dire. Donc il y a un plugin qui est dédié à la description des mèches, il y a un plugin qui s'occupe de la description des lumières, un plugin qui s'occupe de la description des matériaux. En fait, il y a aussi un plugin qui s'occupe de la description de la simulation ou de la scénarisation. Et en fait, l'aspect extensible, nous, on s'en sert en fait pour décrire nos propres plugins au sein même de l'OpenUSD. Donc c'est un peu ce qu'on voit sur le schéma ici, où en fait il y a le plugin standard qui gère la physique. Donc la physique, c'est quoi un objet qui bouge, c'est quoi un objet qui translate par rapport à autre chose. Et nous, en fait, on vient exposer nos propres balises et nos propres plugins. Ici, c'est propre au moteur XDE. Pour décrire les balises dont nous on a besoin pour décrire nos scènes. Donc c'est vraiment la force de l'extensibilité, on a le standard et par-dessus ce standard on est en mesure de décrire des attributs dont nous on a besoin et qui potentiellement peuvent être utilisés par d'autres personnes après. Mais si ces personnes ne savent pas lire ces balises là, c'est pas grave, elles vont juste pas les lire et ça va pour autant pas détruire le contenu du fichier. Donc ce qu'on va vous décrire maintenant, c'est un petit peu nos nouveaux usages. Depuis l'an dernier, où certains d'entre nous ont présenté les cas d'application, on va vous donner un peu la photo. On reste sur une continuité numérique. Donc on va dire on remplace les FBX et autres formats par l'OpenUSD. Et puis après, on va aller un peu plus loin sur les usages qui vont tirer parti justement de cette notion de layer. Alors nous, chez Renault Group, depuis 2023, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on produit de la XR pour les phases de design, d'ingénierie produit, process, le marketing, la prévente. Tout ça, c'est des workflows avec des outils différents, des zones de stockage différentes. C'est le clin d'œil à la partie XR responsable de l'an dernier. Mais aussi, ça veut dire on perd du temps, hein, clairement, c'est-à-dire que et puis du savoir aussi, parce que chacun des outils est spécifique. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on est capable de remplacer dans le workflow un format d'échange par de l'OpenUSD, c'est ce qu'on a mis en place depuis 2025. Et un cas d'application concret, c'est aujourd'hui la maquette qu'on utilise pour faire de la simulation optique, donc par exemple détecter les reflets sur nos pare-brises, garantir la lisibilité de nos IHM. Maintenant, on les réutiliser pour les personnes qui sont dans un environnement XR Twin pour faire de la formation de peinture. Alors qu'avant, on avait deux workflows différents. Donc on a deux écosystèmes, deux éditeurs différents, Dassault, LES, et aujourd'hui on a une seule et même maquette chez Renault Group pour alimenter les deux filières. Oui, là c'est un cas d'usage aussi proche au CEA qu'on avait montré l'an dernier ici même.
C'était nos premiers travaux sur l'OpenUSD. Et surtout, ça partait du constat que chez nous, on a des développeurs Unity, des développeurs Unreal, des développeurs Omniverse. Et certains vont développer des assets dans Unity. Et la question, c'était comment est-ce que je vais récupérer ces assets dans Unreal ou dans Omniverse sans avoir à tout refaire à partir de zéro. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on refait tout à partir de zéro dès qu'on veut changer de plateforme. Et du coup, c'est là qu'on a remis en avant l'OpenUSD pour pouvoir décrire tous nos jumeaux numériques ou toutes nos démos dans ce format-là et qu'elles puissent transiter d'un Unity vers un Unreal ou d'un Unreal vers un Omniverse. Et du coup, c'est ce qu'on montrait ici sur un petit cas d'usage très très simple. Mais du coup, on met du graphique, on met du mesh et on allait jusqu'à mettre de la scénarisation, c'est-à-dire que le comportement du robot dans l'usine, il était vraiment décrit dans l'USD. Donc on perdait vraiment zéro info. Alors avec le développement de l'USD, et notamment on voit au sein de grandes entreprises qui optent pour l'OpenUSD, il y a d'abord une grosse démarche de structurer ces données, de mettre en place aussi des data workflows pour convertir, pour créer à partir de l'existant après donc ces données en format USD. Et se pose après la question des cas d'usage. Il y a deux types de cas d'usage. Donc il y a, je dirais, je simplifie, il y en a plus, mais il y a les cas d'usage dans lesquels l'OpenUSD va être utilisé pour une application métier complexe ou une simulation. Et puis on voit apparaître beaucoup de cas d'usage avec la volonté simplement de visualiser les données USD pour en discuter, pour faire en fait des tâches relativement simples. Et donc pour ça, on a mis en place un service sur étagère qui permet donc à toute entreprise qui a structuré ses données en OpenUSD à n'importe quel employé, hein, sans avoir un gros PC sur site. Donc de visualiser et de collaborer. Parce que le plus important, c'est qu'on peut collaborer en temps réel sur des données sur lesquelles on ne pouvait pas faire avant. Donc on a mis ça en place. Et voilà, c'est ce que vous voyez là. Et si vous êtes intéressé, voilà, on est au premier et on peut en discuter ensemble. Merci. Alors ça, c'est un autre usage qui va utiliser justement la construction d'un digital twin qui a été composé par un nombre de sources hétérogènes assez complet. Et là, en l'occurrence, on va servir des capacités de plugger un moteur de rendu physico-réaliste, donc physics-based rendering. Et ça, c'est aussi un avantage de l'OpenUSD, c'est que c'est un standard qui va pouvoir s'associer à d'autres standards, et notamment dans le monde du rendu, il y a les standards Hydra. Donc, c'est-à-dire que l'OpenUSD va pouvoir être rendu au travers de plusieurs moteurs de rendu différents selon les usages. Et en ayant la possibilité d'utiliser un moteur de rendu, donc physics-based rendering, qui va simuler la lumière, on va être capable de générer de la donnée synthétique, et même en allant à une étape plus loin, c'est-à-dire en allant connecter à un pipeline vivant, via des microservices avec des modèles d'IA dedans, on va être capable de confronter des IA physiques à un pipeline 3D. On va reconstituer des scénarios et on va utiliser des modèles d'IA qui vont aller accélérer la création la variabilité de situations possibles. Là, en l'occurrence, on aurait en OpenUSD un robot qui est dans OpenUSD, donc qui est décrit physiquement, qui est décrit dans son comportement, dans sa kinétique, dans ses mouvements, et dans un pipeline, là pour le coup basé sur une technologie NVIDIA Omniverse, on va y être capable d'aller y confronter un modèle de physical AI pour aller créer de la variété de datasets. Parce que pour entraîner des IA, il faut avoir une quantité de données d'entraînement qui est très importante. Et ça, aujourd'hui, c'est un challenge dans l'industrie. Comment entraîner mes IA si je n'ai pas une quantité de données assez importante. Et là, en l'occurrence, on addressing de Robotic Data Gap Challenge. De Data Gap Challenge, c'est je n'ai pas assez de données physiques dans le monde réel pour entraîner mes IA.
l'USD avec des technologies de rendu physico-réaliste permettent d'aller créer de la donnée synthétique à l'échelle et de pouvoir entraîner d'autres IA derrière. Donc ça, c'est un use case qui est important parce que dans le monde de la robotique, finalement, on se rend compte qu'on ne va plus entraîner des robots dans le monde réel, mais on va les faire tourner dans des simulations qui sont basées sur les lois de la physique. Voilà. Côté construction, on a mis les mains dedans, on s'est lancé. C'est une initiative portée par la R&D Innovation de mettre les mains dedans, d'apprivoiser le format, déjà pour comprendre ce que c'est. Finalement, c'est la discussion d'aujourd'hui. Et comprendre ce que c'est pour le communiquer à l'ensemble du groupe. Avec différents cas d'usage. L'histoire de Pixar d'améliorer une conception avec des acteurs différents, dans un projet de construction, ça nous parle directement. Donc voilà, c'est de pouvoir s'approprier en tout cas les concepts, le format. Et ensuite, cette exploration en lien directement avec les métiers, il ne faut pas être non plus complètement hors sol, il faut déjà penser aux différentes applications. Donc on a testé, c'est l'image que vous voyez en haut à gauche, déjà un plan d'installation de chantier, voilà, avec différentes sources de différents logiciels, mais qui convergent via USD. Donc là, notre exploration a utilisé Omniverse comme outil, mais l'exploration au départ est bien sur le format USD. En utilisant Omniverse, on a pu aussi s'intéresser à la génération de données synthétiques, physico-réalistes, typiquement pour pouvoir alimenter des intelligences artificielles. Ici, c'est du matériel qu'on peut avoir, du matériel propre à Bouygues Construction. On peut générer des données avec des défauts pour ensuite entraîner des intelligences qui vont détecter automatiquement des défauts de sécurité, etc. Et on a fait aussi, c'est la démo qu'on présente sur l'autre stand, c'est une visite virtuelle, c'est un site, donc c'est un premier projet de conception. C'est un site qu'on est en train de mettre en place à un tiers-lieu d'innovation. Et on a réaliser cette visite virtuelle en agrégeant un tas de contenus différents, du CATIA, du SolidWorks, du Revit, de la donnée générée par l'IA, qu'on a pu rendre ensuite simplement en XR, mais tout ça grâce à la convergence proposée par l'USD. Côté LS, bien sûr, comme l'a montré Vincent, l'intégration de l'USD dans nos différents outils afin de rejoindre les grands éditeurs, à la fois en import et en export, c'est un indispensable aujourd'hui, forcément. Et on a pu faire émerger aussi un nouvel outil, Overtools, basé sur Omniverse, avec le soutien des use cases bien définis de Stellantis. Merci à eux. Overtools, c'est un outil d'aide de création de revues de projet, basé sur le rendu photoréaliste d'Omniverse. Effectivement, donc amener Omniverse aux besoins justement de la revue de projet pour des personnes qui sont un peu moins experts dans les outils de VR et de contenu 3D. Donc avec une solution qui permet la préparation de scènes, faciliter la préparation de scènes et l'intégration de gros modèles, réagencer l'arbre de 3D, la création de configurations, bien sûr, et de variantes qui vont avec. Ensuite, la création de contenu. David, tu peux en parler un peu plus en détail ? Oui, effectivement, pour ce qui est du contenu, on était capable, et on l'a présenté l'année dernière, de fabriquer des maquettes de rendu, donc pour des métiers spécifiques comme la qualité perçue, etc. Mais en fait, comme le disait tout à l'heure Benoît, cette maquette-là, elle peut servir à plein d'autres mondes. Et en agrégeant les données qu'on ne pouvait pas agréger avant, et donc par exemple des résultats de calcul, que ce soit de l'aérolique ou autre, grâce à des liens qui ont été créés par des éditeurs tiers dans le format USD avec Omniverse, on est capable maintenant d'agréger non seulement des données, mais donc les métiers qui vont avec. Des gens qui ne pouvaient pas discuter parce qu'ils ne pouvaient pas voir leurs données ensemble peuvent maintenant discuter grâce à une expérience de VR en voyant des données ensemble, comme par exemple du style, comme par exemple des reflets, comme par exemple des matériaux, comme par exemple de l'aérolique, etc. Donc ça, on est passé donc par rapport à l'année dernière à la deuxième étape. On est allé au-delà juste du rendu. On a bien Overtools qui nous permet de fabriquer notre maquette, et cette maquette devient référente grâce au modèle USD. Et maintenant, on peut agréger plein d'autres données et faire collaborer des gens qui ne collaboraient plus difficilement avant. On va vous faire un petit focus sur l'alliance OpenUSD, parce qu'au-delà du format, il faut comprendre aussi qu'il y a tout un consortium qui s'est monté, donc il y a à peu près 1 an et demi. On pourrait se dire, si on prend le passé, le format JT qui est devenu ISO, en fait il est resté au même niveau après sa sortie.
Là, comme on a dit et comme expliqué, le format il est additif. C'est-à-dire qu'il est aussi évolutif. C'est-à-dire que dans 10 ans, vous pourrez encore lire votre format USD, même si on est à la V4, V5, V6, qu'importe, puisque par conception, en fait, tout ce qui était lisible à l'époque le sera dans le futur. Donc ça, c'est un changement de paradigme. Et l'idée, c'est de vous donner un petit peu une vision sur comment fonctionne l'alliance OpenUSD. Notamment Gabriel, si tu peux en dire quelques mots. Oui, alors on parle du format USD depuis tout à l'heure, mais il y a une chose importante, c'est que si on veut que ce format reste standard et soit cohérent dans le futur, il faut qu'il soit sanctuarisé et mis à disposition en open source sous la Linux Foundation et que chacun puisse venir avoir la possibilité de contribuer à sa roadmap. Je fais souvent une analogie que certains d'entre vous ont sans doute beaucoup entendue, que je répète souvent, mais finalement, si le web a été un succès ces 30 dernières années, c'est grâce au HTML. Le HTML, il est standard, il est protégé au sein d'un consortium qui s'appelle le W3C et il évolue. Et finalement, le HTML a un peu le même rôle que l'USD. Il est là pour décrire des pages web, qu'elles puissent être interprétées, peu importe le device et le navigateur. C'est aussi un format qui permet d'aller référencer des images, des photos, d'autres éléments. On peut avoir une page web décentralisée avec des contenus qui sont hébergés sur plein de serveurs différents. L'USD fonctionne pareil. Et enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque, pour pouvoir lire une vidéo YouTube, il fallait installer un flash player. Voilà, c'était problématique parce que c'était propriétaire, ça créait des problèmes de vulnérabilité, et puis c'était pas natif. Aujourd'hui, le W3C, il y a quelques années, s'est rassemblé, et puis ils ont dit, dans l'itération du HTML5, il faut que le HTML5 prenne en charge vidéo YouTube, les vidéos nativement en HTML5, les animations, et du coup, le HTML évolue au fur et à mesure du temps en itération. L'intérêt, c'est que oui, un navigateur d'il y a 15 ans aura du mal à ouvrir Google et YouTube aujourd'hui. Par contre, un ordinateur aujourd'hui va être capable d'aller interpréter une page web d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'USD va avoir ce même rôle et va fonctionner sur le même modèle. Et du coup, Pixar en 2016 open source l'USD. Nous, on se rapproche avec NVIDIA, on se rapproche de Pixar parce qu'on crée d'abord Omniverse pour nous et on se rend bien compte qu'on a besoin du format USD. Donc on l'utilise, on y contribue et il y a à peu près un peu moins de 2 ans, finalement, on s'est rassemblé avec 5 avec Pixar, Adobe, Apple, Autodesk et NVIDIA pour sanctuariser l'USD dans une fondation. Donc l'Alliance pour l'OpenUSD, qui est une fondation à but non lucratif, qui est protégée par la Linux Foundation et surtout qui permet à chaque organisation, entreprise, de venir participer et de rejoindre l'Alliance pour faire en sorte d'avoir son mot à dire dans la roadmap future de l'USD. Parce que l'USD, il est fait pour être multi-industrie. Le monde du retail, le monde du médical, le monde de la construction vont avoir besoin de faire évoluer leur métier, leur maquette et leur digital twin. L'USD d'aujourd'hui ne sera pas le même demain. Et il faut que ce soit participatif. L'Alliance est là pour ça. Et d'ailleurs, Benoît, Renaud en fait partie. Et on a des gens, par exemple, si vous vous dites, mais quelle serait notre légitimité à rejoindre l'Alliance ? On a Ikea dans l'Alliance. On dit Ikea, mais Ikea est un très gros utilisateur et consommateur de 3D. Et Ikea, dans le monde du retail, veut faire porter sa voix dans l'Alliance pour apporter cette évolutivité et cette cohérence future à l'USD. Ouais, moi, je peux vous partager un petit retour d'expérience sur deux items. La démarche pour adhérer. Parce qu'on peut se demander pourquoi Renault Group travaille sur un format numérique d'échange données. Est-ce que c'est pas aux fournisseurs de logiciels ou autres de travailler dessus ? Nous, on a une démarche qui est complètement transverse avec les silos qu'on pouvait avoir dans les différentes industries. Et c'est une décision vraiment transverse entreprise avec l'ensemble des directions qui sont utilisateurs. Alors, ça a été poussé par la XR, mais aujourd'hui, on va bien au-delà. Et l'idée, c'est de mettre en avant qu'on redevient propriétaire de nos data, que dans des contraintes aujourd'hui industrielles où il faut qu'on aille de plus en plus vite, c'est de la perte de temps de faire de la préparation de données, de faire de l'échange de données. Et rejoindre l'Alliance, vu qu'il est évolutif, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les interest groups et les working groups. Les interest groups, c'est de la prospection. C'est qu'en fait, tout le monde peut y adhérer. On n'est pas nécessairement membre pour y accéder. On va partager des cas d'application. En ce moment, il y a l'architecture, il y a des discussions sur les Gaussian splatting, sur comment connecter un PLM à l'USD. Et puis il y a les working groups, là on travaille plutôt sur la spécification et l'évolution du standard à terme.
Et ce qui est intéressant, c'est que lors de ces réunions, on voit qu'il y a à chaque fois 20-30 personnes de connectées. Tout le monde n'est pas actif, mais tous les acteurs en fait sont là à l'écoute. Et donc on voit deux positions, ceux qui veulent vraiment pousser le standard, et donc c'est plutôt tiré par les besoins, donc nous industriels, un peu comme le fonctionnement de la ruche. Et derrière, les éditeurs logiciels ou autres se positionnent et suivent le standard. David, est-ce que tu peux t'exprimer sur les enjeux de rejoindre ou pas l'Alliance? Oui, nous, la difficulté qu'on a par rapport à ce sujet, c'est certainement pas d'être convaincu de l'utilité d'OpenUSD, mais de comment on arrive à justifier, comme toi tu as réussi à le faire et que moi j'ai pas réussi à le faire chez Stellantis, de rentrer dans l'Alliance parce qu'il faut payer, etc. Donc j'ai pas réussi à dégager un ROI clair sur la question, alors que je suis totalement convaincu de l'intérêt fondamental en termes d'utilisation d'OpenUSD. Du coup, je pense que nous, on va aller certainement vers la notion que tu décrivais là de pas de working group, mais de interest group. Est-ce que toi, tu sais nous dire comment tu as fait pour convaincre des gens d'accepter de payer pour ça? Alors, tout simplement, on est parti de la valeur. C'est toujours simple, on ne déploie pas de solution digitale sans qu'il y ait une valeur associée. Donc le premier cas d'usage, c'est celui que j'exprimais tout à l'heure, de pouvoir utiliser la même maquette entre l'ingénierie produit et process. Donc ça nous a fait gagner 2 à 4 semaines par jalon, plus les coûts des licences associées, le stockage. Déjà, on a fait un proof of value de la démarche. Et ensuite, on a inscrit ça depuis un petit moment, parce qu'on a intégré en juin, mais on discute de ces sujets en interne Renault depuis 2023. Donc c'est aussi convaincre, positionner correctement aussi la solution par rapport à un PLM. Parce que la première chose, c'est est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un jumeau numérique en concurrence du PLM? Non, on est en train de faire une représentation unique de la donnée transformée qui s'alimente de tous les systèmes d'information qui sont autour. Et c'est ça qui a permis d'embarquer tout le monde dans la démarche. Et puis la valeur d'aller chercher le financement, c'est pas monstrueux, on parle de consortium open source. Le financement, il permet de financer les équipes de la Linux Foundation, qui sont garants de la standardisation, et des équipes de développement à l'évolution du standard. D'accord, et du coup, quand vous avez une bonne idée et que cette bonne idée est développée, ça apparaît nativement après dans les outils qui utilisent USD? Alors, c'est une démocratie, donc tout le monde a un droit de vote. Et c'est aussi ça qui est intéressant, et je pousse toutes les personnes à se poser la question de l'intérêt de participer, parce que si on veut qu'un standard réponde à nos attentes, le meilleur moyen c'est d'y participer et puis de pouvoir participer au vote. Donc on va aller un petit peu plus sur des usages avancés, parce qu'on a beaucoup parlé de continuité numérique, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui disent bon, finalement ils sont en train de nous parler d'un format d'échange de données, il n'y a rien de neuf. Sauf qu'il y a plein de concepts qui vont bien au-delà de ça, et c'est ce qu'on va illustrer avec les différentes interventions. Donc nous, côté Renault Group, aujourd'hui, on a voulu changer un peu un mode de fonctionnement qui est lorsqu'on fait une simulation numérique, que ce soit de l'image ou de la CAI, finalement, on fait de l'agrégat de données, comme on l'a dit tous autour de la table, et on intègre ces data pour faire une simulation. Aujourd'hui, si on veut aller plus vite, le meilleur moyen, c'est qu'on travaille tous ensemble autour de la table, dans ces outils dans lesquels on a l'expertise, et on converge sur la base du résultat. Et donc ça, c'est les choses qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, sur tout ce qui est ce qu'on appelle simulation visuelle, donc c'est beaucoup de simulation optique, en fait, l'opérateur a la possibilité de travailler avec le designer qui est sous Alias ou sous Blender. Nous, on est dans un écosystème Dassault, on fait notre simulation, et en fait, on va venir écouter une partie des données qui sont sous forme de layers dans la structure et qui vont nous alerter quand il y a une modification. Et au lieu de se revoir 2-3 semaines après, chacun ayant travaillé dans son écosystème, on va pouvoir vraiment faire des vraies boucles courtes et chacun repart avec ses données. Oui, là c'est une illustration un peu dans le domaine robotique, sur une tentative en fait de normalisation du workflow de préparation de données, par exemple pour simuler un robot. Donc là c'est le domaine robotique, mais ça se transpose super bien à d'autres domaines, que ce soit la construction ou le domaine automobile. Mais jusqu'à maintenant, si vous construisez une démo ou un produit, moi de mon expérience avec les autres collègues du labo, souvent on a un fichier, chacun va faire des modifs dedans. Et surtout, il ne faut surtout pas qu'il y ait une deuxième personne qui soit en train de faire des modifs dessus, sinon on ne va jamais réussir à remerger en fait, les modifications de chacun. Et aujourd'hui, avec l'OpenUSD, avec cette architecture en layer,
On va réussir en fait à trouver une manière de collaborer beaucoup plus intelligente et qui était plus difficilement réalisable avant. Et du coup, c'est ce qui est illustré sur ce schéma-là où en fait, sur des couches très très bas niveau, on a vos fichiers sources CAO, donc la donnée brute. Et petit à petit, on va venir ajouter ce qu'on appelle des calques. Donc ça va être un calque qui va s'occuper de la scénarisation de votre maquette, un calque qui va venir s'occuper de la physicalisation de votre maquette, un autre qui s'occupe des lumières, etc. Et ça permet en fait à des gens de venir juste faire des modifications dans les calques qui leur concernent, sans que ça vienne impacter les calques des autres personnes qui travaillent sur une partie complètement différente de la maquette. Donc il y a un peu l'aspect calque sur les différents parties de la maquette, mais aussi on va parler de calque métier, où ça peut être par exemple vos électriciens, ils vont avoir leur calque dédié pour l'aspect électrique du véhicule, tandis que d'autres vont bosser je sais pas, sur l'aspect air conditionné dans la voiture, etc. Et en fait, à la fin, on va avoir un fichier USD master, on va dire, qui va venir agréger tous ces layers-là. Et vous pouvez même choisir de éventuellement ne pas tout charger et charger que les layers qui vous intéressent. Et aujourd'hui, voilà, ça se normalise un peu dans le domaine de la robotique sur l'initiative de NVIDIA, mais ça se transpose très très bien sur les autres métiers. Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer un nouveau cas d'usage qu'on voit apparaître pas mal à côté manufacturing? Alors, effectivement, on a parlé de la composition multicouche, multicalque d'une scène, de l'agrégation des différents métiers, formats, fonctions, process, etc. Et il y a un use case aujourd'hui qui est très porteur, c'est tout simplement le digital twin manufacturing. Et au sein d'une usine, le passer à l'échelle de l'usine complète, il peut s'avérer être un challenge en termes de quantité de données, de taille du modèle et de savoir le représenter en 3D avec des moteurs de rendu classiques. Là, en l'occurrence, on est capable au sein d'une seule représentation USD multi-layer, /couche, /calque, selon comment on les appelle. Et cette notion un peu de finalement l'OpenUSD, quand je vulgarise un petit peu, je dis que c'est un peu comme des poupées russes. On peut avoir un USD dans un USD, dans un USD, dans un USD. Chaque USD peut être multicouche, mais ça à l'infini. Et finalement, les personnes qui vont s'occuper du process industriel du convoyeur, il y a des personnes qui vont s'occuper de la programmation des bras robotiques ABB, KUKA, ou etc. On va avoir la représentation architecture de l'usine qui vient du monde Autodesk. On va avoir... et toutes ces compositions-là vont pouvoir être agrégées et être confrontées les unes aux autres au sein du format USD pour rassembler une sorte de source unique de vérité et qui va vivre en temps réel. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a expliqué un certain nombre de formats qui sont plus ou moins en capacité de fonctionner en temps réel. L'USD est fait pour être contribué en temps réel. Quand je disais tout à l'heure qu'il était nativement collaboratif, il l'est à la base parce qu'il a été imaginé pour que des humains puissent collaborer au travers de leurs différentes applications. Mais si on imagine une usine à l'échelle, c'est des centaines, voire des milliers d'éléments indépendants, IoT, robotique, mécanique, qui vont pouvoir s'updater en temps réel plusieurs X fois par seconde, minute, heure, peu importe l'échelle, dans une scène entière, globalisée, et multi-système, multi-collaborative. On est dans une réalité alternative en quelque sorte, si on extrapole, qui fonctionne à l'échelle, en temps réel, et qui permet de visualiser tout ce qu'on voit. Là, on voit par exemple, il y a de la donnée CAD, des outils 3D animés, du nuage de points. Et il y a un use case intéressant dans l'industrie, le manufacturing et aussi l'architecture. C'est que souvent, on veut faire, par exemple, des comparaisons as planned, as built. C'est-à-dire tel que, est-ce que mon existant est cohérent avec ce qui a été conçu initialement? Là, on peut aller superposer du nuage de points avec de la donnée CAD pour voir s'il y a des incohérences, par exemple. Et ce système de layer, on peut activer, cacher. Enfin, l'analogie avec Photoshop, Cédric, elle est vachement parlante parce que dans le monde de la 3D, on peut cacher, afficher, couper, faire des sections. Et tout ça dans cette scène universelle USD qui, en plus, fonctionne au temps réel. J'aurais même envie de dire qu'il peut fonctionner plus vite que le temps réel parce qu'on peut aller faire de l'itératif et voir l'impact des choses. Donc on va juste accélérer tous, ça c'est compliqué.
pour essayer de finir en 5 minutes et laisser un temps de questions-réponses. D'accord, donc là c'est pas le cas d'une usine, mais c'est le cas d'un cockpit de voiture. Alors c'est ce qu'on montre sur notre stand, où en fait on va voir une vue style qui est basée évidemment sur du rendu réaliste, et une vue ingénierie qui est faite normalement dans un autre outil et avec laquelle on n'est pas capable de voir ce qu'on voit dans la vue style, et on va tout merger ensemble de sorte que les gens qui vont regarder ces scènes-là puissent voir l'impact de leur travail les uns sur les autres. C'est ça la grande idée, et c'est ça que le layer notamment permet, et l'agrégation des données grâce à USD. Côté construction, c'est maintenant l'application à un vrai projet de construction, et donc utiliser justement ce système d'agrégation et de calque et de collaboration pour l'appliquer de façon opérationnelle, à la fois en interne à nos équipes chez Bouygues Construction, mais aussi après comment on intègre l'ensemble des acteurs du projet. Et donc c'est comment on va pouvoir connecter les différentes couches métiers, les différents logiciels, et comment on va pouvoir justement structurer nos données pour pouvoir avoir un vrai process, et pour ensuite pouvoir faire différents cas d'usage, de la conception de l'étude à la XR, la simulation physique, voilà, rien de révolutionnaire à ce stade, mais justement qui vont pouvoir être adressés par un seul et même process. Donc finalement une maquette de synthèse de l'ensemble de nos activités donc autour de l'OpenUSD. Et donc un petit peu d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a toute une dynamique là qui est lancée sur les sujets. Donc vous avez bien vu continuité numérique et collaborative design. Et demain, on est déjà en train de travailler sur le next step. Oui, là c'était surtout quand on discute ensemble autour de l'OpenUSD. Souvent, il y a peut-être une confusion qui peut apparaître entre Omniverse, OpenUSD, comment est-ce que ça interagit. Et du coup, là, c'est plus une illustration au labo du CEA en fait, on fait de l'OpenUSD de manière agnostique. En fait, ça ne dépend pas de la plateforme qu'on utilise. Donc, on fait de l'OpenUSD et ensuite, on vient adresser des plateformes type Omniverse ou Unity ou Unreal. Donc, chez nous, au sein du laboratoire, on a vraiment une volonté d'extraire tous nos travaux qu'on fait autour d'XDE, autour de l'OpenUSD, d'en avoir en fait une sorte de couche, aujourd'hui c'est une couche Python ou ça peut être une couche C++, mais qui est en fait complètement indépendante de la plateforme dans laquelle on travaille. Donc voilà, on va pas s'attarder sur le sujet, mais on pourra en discuter plus tard, mais faut vraiment faire la distinction. On peut faire de l'OpenUSD sans faire d'Omniverse, quoi. L'autre enjeu pour nous aussi, c'est l'accompagnement de nos clients dans leur transformation digitale. J'ai évoqué le terme d'Ixerbaum. Vous l'avez compris, c'est l'agrégation de données. Ce qui est important, c'est d'avoir un endroit et un seul endroit où on rassemble toute l'information. L'autre élément important, c'est effectivement que cette information peut circuler entre les différents métiers. Donc, ce qu'on voit sur le schéma, c'est rapidement dans une entreprise, il y a différents métiers, différents outils. Différents acteurs sur la création d'un produit. Là, je vais me focaliser sur la création d'un produit. Et la difficulté, c'est dans les phases de conception de ce produit, c'est la perte d'information. C'est la transition et de passer de l'un à l'autre, la transformation de l'information du produit pour arriver à l'étape finale, réaliser un contenu 3D, un visuel, un configurateur, quoi que ce soit. Et ensuite, éventuellement, de revenir justement, quand on est très en amont sur la conception, de pouvoir commencer à avoir des visuels, puisque les outils aujourd'hui sont avancés. On a besoin de se projeter, on a besoin de vendre son produit, son projet, son sujet, donc de visualiser, parce que des fois on est trop en amont. Justement, aujourd'hui, on est capable justement d'aller de la conception du produit à de la visualisation. Mais une fois qu'on a la visualisation, on a une donnée qui est morte. L'objectif là, c'est justement avec OpenUSD et cette agrégation de données, c'est d'arriver à la fin sur une donnée qui n'est finalement pas morte. Il y a des données qui ne sont pas utilisées. On réutilise encore le terme non destructif. Donc on se focalise sur le rendu, mais on peut revenir à l'étape de conception s'il y a quelque chose qui change. Pouvoir être capable de remettre les données à jour, et donc du coup d'avoir une circulation de l'information et une communication entre les différents métiers et une collaboration beaucoup plus efficace. Donc pour aller dans ton sens, c'est vrai que c'est ce que tu as dit Vincent, c'est qu'aujourd'hui le format c'est une chose, mais il y a aussi tout le process qu'on met en place autour. Donc nous, on est en train de travailler sur comment interfacer la donnée vivante et les informations elles viennent de notre PLM et des systèmes d'information qui contiennent ces informations. Donc on est en train d'interfacer la génération automatique d'OpenUSD depuis la partie 3D
Et la structure par layer, on va l'exploiter pour aller jusqu'à la préparation de données, la configuration du produit et l'usage. Et l'idée, c'est vraiment de mettre ça à disposition et que toutes ces étapes ne soient plus faites manuellement. Prochaine étape chez Bouygues Construction, ça va être de continuer sur la structuration des données et puis d'aller vers l'intégration justement de données d'IoT et de retomber sur les thématiques de jumeaux numériques et de supervision de chantier. On a énormément de capteurs maintenant qui sont disposés sur l'ensemble des chantiers et c'est continuer cette histoire on part de la conception, de l'installation au départ et ensuite on va pouvoir superviser le chantier en connectant un tas d'outils d'interface pour aller sur un jumeau numérique plus avancé, pas seulement une représentation 3D statique, mais une représentation qui reflète en temps réel l'état sur le terrain. Et donc la bonne question, et on attend vos questions, c'est vous, est-ce que vous êtes OpenUSD ? Est-ce qu'il y a des questions ? Moi j'ai une question pour Pierre du coup par rapport à l'OpenUSD. On a parlé juste avant du standard IFC pour le BIM. Moi ce que je me pose comme question justement c'est la compatibilité avec d'autres formats. Effectivement historiquement il y a des formats, tout ce qu'on a évoqué, hein, des fichiers STEP, des fichiers FBX et j'en passe. Et c'est aussi valable pour des normes qui sont vachement installées dans le secteur du bâtiment aussi. Donc je me demandais comment se positionne l'USD. La réponse est oui, hein, on a aussi interfacé de l'USD chez nous, donc on commence à connaître. Mais il y a vraiment cette question d'interopérabilité avec les autres formats existants et comment est-ce que ça s'intègre dans cet écosystème ? Pour répondre à la question directement, on a vu qu'il y a des échanges de collaboration entre les deux standards pour voir comment ils vont échanger. Donc nous, on suit ça. On ne sait pas exactement où est-ce que ça va aboutir. On prend ça aussi avec des pincettes parce que le BIM et l'IFC, ça fait plus de 10 ans que ça existe et clairement, on est sur la phase, on est en train de remonter la courbe de déception. Donc si on dit demain aux équipes, ça y est, on a un nouveau truc à utiliser, on ne va pas être reçu avec un tapis rouge. Donc il faut y aller de façon concrète et justement aller mesurer la valeur et voir comment on va... Donc voilà, on fait notre travail d'exploration, de suivi comment dire, pas attentif mais suivi actif pour voir justement comment on peut s'y mettre. On réfléchit aussi à éventuellement comment on va pouvoir suivre ça parce que si on a des besoins et si on doit avoir notre mot à dire sur comment il faut intégrer le standard de la construction là-dedans, il faut qu'on voit comment on y arrive. Donc à ce stade, j'ai pas de réponse plus avancée que en tout cas on suit. Il y a une convergence qui est en train de se faire, il y a des discussions. Maintenant, où est-ce que ça va aboutir ? On ne sait pas, mais en tout cas, on essaie d'explorer et de voir comment on peut s'insérer et comment on peut déjà penser à l'usage de demain pour optimiser et faciliter nos process. Je peux juste compléter. En fait, il y a une démarche des utilisateurs, donc nous qui produisons de la data. Il y a une démarche de ceux qui sont éditeurs de logiciels. On a vu notamment avec Vincent dans l'architecture des logiciels, ça change aussi un peu la donne. Et j'allais dire à nous d'être acteurs, c'est-à-dire que si on veut qu'un standard s'impose, on a la main en fait pour le faire. Et sinon on suit et puis on verra si ça marche. Mais aujourd'hui c'est pas le rythme auquel la transformation digitale nous pousse vers l'avant, quoi. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Je me demandais en ce qui concerne des applications plus simples, moins complexes, qui utilisent des rendus visuels un peu plus simplifiés. Comment il se comporte ce format par rapport à d'autres formats comme le GLTF par exemple. Je ne sais pas si vous en connaissez un peu. GLTF, c'est une bonne question. Ouais. Parce que c'est aussi avec des chronos groupes derrière, de la standardisation. GLTF, OpenUSD, la première différence, c'est qu'il n'y a pas la notion d'assembly dans le GLTF. Donc, dans l'automobile, un boulon dans une voiture, ou une vis ou autre, on l'a des milliers de fois dans la voiture. D'accord ? Donc si on est en GLTF, ça veut dire que concrètement, à chaque fois qu'on va isoler un élément, on doit produire un GLTF du boulon dans sa position. En USD, c'est pas le cas. On a une référence de la pièce qui est multi-instanciée, comme l'histoire des poupées russes, et la performance elle est là. Après, le GLTF, il a sa plus-value. Quand tu veux faire de l'embarqué sur du web, dans un PowerPoint, etc., l'USD n'a pas forcément de sens, il n'a pas été designé pour ça. Par contre, je pense qu'avoir une trame en USD
et au bout du bout faire la conversion qui est le spécifique, qui est la donnée morte justement, là ça a intérêt de faire un GLTF. Donc pour moi les deux se combinent, c'est plutôt comment on structure son modèle de données et l'usage final. Et la conversion, elle est réalisable déjà ou... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? David? Bonjour, merci, super intéressant. Je me pose une petite question, à propos de l'IP, des données que vous partagez. Donc en gros, avant c'était j'ai des données de plusieurs métiers qui vont dans un système d'information qui est très bien protégé et qui est fait pour ça. L'évolution, c'est que j'ai plusieurs systèmes qui, en live au moment du runtime, vont se composer entre eux et donc envoyer finalement beaucoup d'IP vers la carte graphique, en gros. Est-ce que c'est pas un problème en fait et ça marche très bien comme ça, surtout si, et quid d'Omniverse qui est Nvidia, qui est une entreprise américaine, on est en Europe, on est en France. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose ou est-ce que finalement il n'y a pas de lézard, quoi? Alors c'est tout l'intérêt du consortium, c'est que quand on parle de Linux Foundation, c'est qu'on a des personnes qui sont indépendants de l'Alliance USD, qui participent à toutes les réunions et qui sont garants qu'au bout du bout, toutes les discussions, le travail, la convergence sur l'évolution du format, elles soient indépendantes de tous les acteurs de l'Alliance. Donc ça sécurise et c'est structuré pour ça. Après, dans les systèmes d'information, comme je citais tout à l'heure, on a des systèmes PLM, etc. Mais je prends un exemple. Nous, aujourd'hui, on a un PLM qui est très orienté à l'ingénierie, même si on a plein d'autres cas d'application. Et on a certains systèmes d'information qui sont peut-être plus liés au commerce, au manufacturing. Donc on sait, nous, en interne, faire l'agrégat. Par contre, on n'a pas un endroit qui synthétise tout ça. En fait, l'idée, c'est que c'est pas faire un doublon des datas. Les datas, elles restent dans les systèmes d'information sécurisés. L'USD aussi peut être aussi stocké dans ces systèmes sécurisés. Et c'est le moyen de faire la synthèse, la maquette de synthèse avec toutes ces informations. Donc pour moi, il faut vraiment le voir comme ça. Et après, comme je disais, nous, en tant qu'utilisateurs, la première réflexion depuis 1 an de déploiement vraiment en production, c'est à nouveau, on se retrouve propriétaire de nos datas. Refaire de la scénarisation, refaire une kinématique, parce que 2 outils ne se parlent pas, ça n'a aucun sens. Et le savoir-faire de la kinématique, elle vient bien de Renault, de l'opérateur qui va programmer son robot en usine. Et ça change un peu le paradigme. Et pour répondre un petit peu à comment on pousse aussi le truc, nous aujourd'hui, quand on fait des appels d'offres, on leur dit on a un modèle de données, on a tout un cycle de préparation de données. Si vous voulez travailler avec nous, montrer votre plus-value, la donnée d'entrée, c'est un fichier USD. Peut-être si je peux rebondir, encore une fois, il faut faire attention aussi de bien distinguer ce qui est OpenUSD et ce qui est Omniverse. Donc ta data, elle va être en OpenUSD et tu continues d'utiliser tes moyens de stockage que tu as jusqu'à maintenant pour les stocker. Mais ensuite, tu utilises un autre logiciel pour afficher ou pour agréger ces données. Et là, éventuellement, tu peux faire le choix d'utiliser un logiciel américain, français, ce que tu veux. Mais ta data OpenUSD, elle est toujours chez toi. Il n'y a pas ces considérations-là sur l'OpenUSD. Merci beaucoup pour cette conférence table ronde sur l'OpenUSD. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Je vais demander aux industriels de rester sur scène. On va faire un petit switch pour la deuxième partie qui va durer 5 minutes. Mais au moins, c'est de vous faire une annonce. On a le droit d'applaudir. On les applaudit. Participants. Merci. Quentin, Fabien, Frédéric, Yann, si vous voulez nous rejoindre. Donc, vous l'avez vu, des sujets comme le standard, c'est à la fois un sujet qui peut paraître très technique. Vous savez que dans l'industrie, pour ceux qui font autre chose que la XR et de la visualisation, on a des formats tels que l'OPCUA. L'OPCUA, c'est aussi des formats qui ont été promis et qui sont arrivés jusqu'à un certain point. Donc les formats, ça nous connaît dans l'industrie. Et bon voilà, donc avec avantages, inconvénients, vous l'avez vu là, interopérabilité des systèmes, moteur cinématique, rendu physique pour le style, aide pour le manufacturing, bon, il y a plein de choses. La question, c'est est-ce que les industriels gagnent du temps? Et c'est ce qu'on travaille au sein du cercle. Alors, si tu veux passer le slide suivant, Benoît. On voulait vous dire un petit mot sur
Ouais, je pense que je peux appuyer un coup. On voulait vous dire un petit mot sur le cercle donc, qu'on a créé en complément des XR Days. Donc vous savez que les XR Days, c'est un événement qui est assez spécial, puisqu'il réunit encore une fois des offreurs de solutions, qu'on a vu avec nous tout à l'heure, ça c'est vital, des industriels qui portent le besoin mais aussi qui implémentent, donc ils sont en capacité, comme on le voit sur les stands du XR Days, de communiquer sur des réussites ou des échecs ou des questionnements. Il faut qu'on fasse de la place à Alexandre. Si tu veux, tu peux prendre une chaise en plus juste là. On va te donner de la place. Pierre aussi. Donc toutes ces questions, évidemment, on se les est posées et on se les pose dans un cercle XR qui réunit, et j'ai oublié les scientifiques, c'est les 3 typologies. Quand on est capable de connecter ces 3-là, on est capable d'avoir les bonnes discussions. Maintenant, on s'est aussi concentré depuis précisément 1 an, parce qu'on fête l'anniversaire du cercle qui est né ici, le mardi, le premier jour d'il y a 1 an, les XRDays 2024. On a réuni les industriels qui sont au sein du XRDays en se disant mais ce serait bien qu'on fasse des choses ensemble. À l'époque, c'était pas plus que ça, je crois. On se dit tiens, comment on peut faire avancer nos problématiques ensemble. On a beau être de secteurs différents, on a beau des fois être, la plupart du temps, pas concurrents, bien évidemment, comme le modèle ruche. Ça, c'est pour le teasing. Il y a des choses qu'on peut vraiment apprendre des uns des autres. Voilà. Et donc, pour aller à l'essentiel, ce qu'on a parmi les actions qu'on mène, il y a l'OpenUSD, vous l'avez bien compris, vaste sujet qui reste à creuser. Il y a un autre sujet qu'on a aussi, qui est la comparaison de casques pour créer de la norme, du standard en interne. Donc ça, c'est un sujet qu'on est en train de traiter en mutualisation, c'est-à-dire qu'on investit ensemble. Ensemble, on est plus fort. Vous avez vu les noms qui sont sur les télés. L'idée, c'est de peser. De peser, d'avoir du poids ensemble. Et là, le 3e sujet qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, qui est beaucoup plus qu'une intention, c'est la spécification commune d'un futur casque de réalité augmentée qui ferait suite à ce qu'on appelle l'HoloLens V2, donc la 2e version des HoloLens de Microsoft. Je pense que tous ceux qui maîtrisent la XR savent que c'est après la lancée du casque de V1 il y a quelques années, et maintenant le V2 qui est sorti depuis quelques années, qui est un arrêt, ça a quand même créé un trou qui est en train de se remplir. On a des acteurs dans la salle qui connaissent par cœur, mais qui est en train de se remplir. On sait qu'il y a des gros acteurs qui sont en cours. Mais ceci dit, l'idée ici, c'est que les acteurs industriels puissent réunir leur voix VOX pour peser, pour exprimer des spécifications et pour peser sur le marché des constructeurs qui, à notre goût, est quand même très américain, très chinois. On le voit au XRDays, il suffit de regarder qui est présent. Hein. Voilà, on a Pico qui est à l'étage, on a HTC, alors HTC n'est ni chinois ni américain, évidemment on a Meta qui est en force, en fait on a plein de players, Digilens et autres. Voilà, et donc les gens que vous voyez réunis autour de la table virtuelle, puisqu'on est aussi broadcasté, et de dire que ces voix s'additionnent et qu'on a créé sur les 6 derniers mois des specs communes. Et l'idée c'est qu'on se propose de faire 2 choses. La première, c'est de les rendre disponibles aux constructeurs qui les demanderaient. Voilà. Et la seconde, et je vais passer le micro à Alexandre, et tu vas même prendre ma place, comme ça tu vas être au centre du dispositif, ici, j'insiste. Ça va être... Vas-y, viens, installe-toi. La deuxième, ça va être de faire un miroir avec le Laval Virtual, parce qu'avec Alexandre, depuis que tu as été speaker il y a 2 ans, on a continué à être main dans la main entre les XRDays et le Laval Virtual. Déjà, pourquoi? Parce que ce sont 2 dispositifs en France qui ont leur spécificité. Un Laval Virtual est très tourné sur des cas techniques, est très tourné offreur de solutions et ultra reconnu. C'est le plus gros event XR de France et d'Europe. Moi, quand j'étais petit, j'y suis allé. Et le XRDays, c'est l'ADN industriel de la ruche industrielle. Lui, il additionne, il rajoute les industriels et il travaille cas d'usage. Et la réussite totale, c'est qu'on est capable d'avoir des cas d'usage ultra puissants. Alors attention, hein, pas la plante qui pousse en Tamagotchi virtuel, évidemment, le cas puissant, celui qui fait performer les entreprises européennes et françaises, connecté à de la techno, mature ou non mature, et qui donne des résultats. Et du coup, ce qu'on fait avec la Laval Virtual, Alexandre, je te passe ta main, c'est cette caisse des résonances. Donc, octobre 2025, les XRDays vous annoncent qu'on a les specs de prêtes et qu'on va les diffuser à ceux qui nous demandent. Et qu'est-ce qui va se passer en avril 2026 ? L'ambition qu'on a, c'est de dire on va challenger les fabricants, ceux qui vont vouloir jouer le jeu, en publiant ces specs, et on va leur proposer de venir à Laval Virtual en 2026, dans un contexte privé ou ouvert, ça va être encore à définir suivant les retours, pour les écouter, pour peut-être
assister à des démonstrations pour peut-être qu'ils nous partagent des roadmaps et que l'on puisse jauger tous de leur ouverture à écouter ces specs qui même moi m'ont surpris. Voilà, par ce travail collectif des industriels, j'ai vu apparaître des spécifications auxquelles je ne m'attendais pas. Donc je pense qu'il y a une vraie grosse valeur dans cette spécif. Et puis je suis très content parce que c'est vrai que depuis 2 ans, c'était l'idée qu'on s'était dit d'avoir ce parcours utilisateur entre les XR Days et Laval Virtual. Et je pense qu'il se concrétise bien. Et j'observe au travers de cette initiative un phénomène que j'avais observé par le passé, mais qui s'était un peu dissous, qui est celui de l'influence finalement des usagers. Et grâce à la ruche et grâce à toutes ces initiatives pour lesquelles je te remercie Bertrand, tu permets à ces industriels de peser sur ce secteur. Et nous, Laval Virtual, on va servir de ce poids pour peser auprès des offreurs de solutions. Donc une belle histoire se raconte et puis on parlera d'autres choses. Il s'agit de ne pas n'écouter que des promesses, mais demain, ça va être aussi de mettre en place collectivement des outils pour évaluer les performances de ces dispositifs, les bencher, etc. Donc merci. Et donc voilà, les XR Days, c'est pas fini. Laval Virtual, c'est dans 6 mois. Donc prenez votre dose de XR tous les 6 mois. Et j'en profite pour faire la petite pub. On a lancé la billetterie ce matin, donc planifiez une visite à Laval dans 6 mois. Voilà. Alexandre, tu as la science de la punchline. On en reste là-dessus. Prenez votre dose de XR tous les 6 mois en pensant absolument que ça a un impact sur la performance industrielle. Parce qu'aucun industriel ici fait ça pour les beaux yeux de la tech. Puisque de toute façon, c'est pas rentable d'être juste technophile. On sait actuellement, on vit dans un monde qui est de plus en plus tendu. Donc le ROI et les résultats et le cas d'usage puissant lié à la technologie, on sait que c'est ce qui nous déclenche l'adoption de par les membres de l'entreprise, mais surtout de nos dirigeants. Et les dirigeants, ils ont la main sur les budgets, ils ont la main sur le fait qu'on y va et on passe à l'échelle. Donc nous, les messages qu'on passe à longueur de temps à la ruche industrielle, parce qu'on est une structure qui fait du projet inter-entreprise, c'est de créer des résultats sur le terrain de manière itérative. Point. Le terrain, c'est le juge de paix, il n'y a pas d'autre discussion possible. Et la techno, elle vient soutenir tout ça. Voilà, donc je rajoute, en plus de la dose de XR, une énorme dose de pragmatisme et de résultats terrain, à savoir bien communiquer en interne comme en externe. Mais là, j'enfonce des portes ouvertes, bien évidemment. En tout cas, merci d'avoir assisté, 1, à la conférence, et 2, à cette annonce, qui est beaucoup plus qu'une annonce d'intention, qui est le fait qu'on a des specs, qu'on est prêt à les diffuser. Et prochain rendez-vous, Laval Virtual. Merci à tous.